Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre troisième émission de télé en ligne, la Brokers TV, qui s'intéresse à l'actualité de l'immobilier professionnel. Alors aujourd'hui, pour mon plus grand bonheur, j'ai le plaisir de recevoir un panel d'invités exclusivement féminins, des jeunes femmes talentueuses qui influencent tous les jours le marché de l'immobilier tertiaire dans toute la France. Bonjour mesdames. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors notre première invitée, donc Anne-Catherine Hellman. Vous êtes, bonjour, vous êtes gérante et cofondatrice de la société Cerisrem. Oui. Donc c'est un gestionnaire d'actifs tertiaires. Vous avez des actifs un peu partout en France et vous développez aussi en Europe. Exactement. Et je suis ravie d'être là, accompagnée presque que de femmes. Presque, pardon. Bienvenue. Notre deuxième invité, bonjour Anissa Lafeuillade. Bonjour Mickaël. Vous êtes responsable du développement immobilier de l'enseigne Fitness Park, donc des grandes salles de sport réparties un peu partout en France et aussi à l'étranger, vous allez nous en parler. Et on a eu la possibilité avec Laurent Motte, broker de notre réseau, de vous installer sur une salle de 3000 m² à Villepinte dans le 93. Juste avant le confinement, et puis ce n'est pas le seul projet qui se fera avec Laurent, puisqu'on est aussi sur d'autres projets qui, on espère, pourront aboutir, et puis ce ne sera pas les seuls. Très bien, au plaisir de vous accompagner alors. Alors vous serez interviewées, mesdames, par deux négociatrices aujourd'hui chroniqueuses qui vont vous poser des questions sur vos sociétés, votre actualité et votre plan de développement. Et on reçoit Vera Pereira. Donc Vera, je te tutoie parce que tu es négociatrice du cabinet Réseau Broker. Tu peux. Merci. Donc spécialisée en enseigne. Tu as été d'ailleurs développeuse d'enseignes comme Anissa par le passé. Tout à fait. Et tu rayonnes dans le sud-ouest de la France. Tu habites à Montauban. Tu viens spécialement sur le plateau aujourd'hui pour l'émission. Merci de m'avoir invité, Mickaël. Merci à toi d'être venu. Et une négociatrice junior d'un cabinet confrère qui s'appelle Latour Immo. Donc Latour Immo, cabinet spécialisé en immobilier commercial à Paris depuis 30 ans maintenant. Donc bienvenue Inès Di Giovanni. Merci Mickaël de me recevoir. Avec grand plaisir. D'ailleurs Inès, tu avais des questions à poser à donc la société Cerisrem concernant leur présentation. C'est exact. Anne-Catherine, enchantée. Donc je voulais savoir un peu l'histoire de votre société, les fondateurs et la raison pour laquelle vous avez créé ce concept. Alors, Ceris, c'est une société qui aujourd'hui donc, a 5 ans et demi, puisqu'on a été créé en mars 2016. On est 5 fondateurs, 5 privés. J'ai 4 hommes avec moi, donc là, pour le coup, comme je suis la seule femme. On est spécialisé en investissement, en assets et en property management. Donc aujourd'hui, on est répartis sur 2 bureaux en France, un bureau au Luxembourg, un bureau en Belgique, un bureau au Portugal et un bureau en Espagne. Et l'idée pour nous de ce lancement de société, c'était de dire 2016, moi j'étais salariée jusqu'à la création de l'entreprise, donc je suis passée de l'autre côté en tant qu'associée. J'avais 29 ans, j'ai fait ma crise de la trentaine avant l'heure. Donc aujourd'hui 33 ans, la société a 5 ans et demi d'existence et vous avez déjà 100 actifs à gérer pour un patrimoine de 450 millions d'euros. Exactement. C'est un beau développement, bravo. On est plutôt assez contents, on espère encore faire mieux, mais bon, on verra avec les années qui arrivent. Très bien. À combien est estimée votre valorisation d'actifs sous gestion, votre type d'actifs, nombre d'actifs et les surfaces totales? Donc aujourd'hui, on a un petit peu plus de 450 millions, comme il disait Mickaël, au travers d'une centaine d'actifs répartis sur l'ensemble des pays que j'ai pu citer. On est présent sur beaucoup de typologies d'actifs, sur l'ensemble des pays, également en Europe. Et puis au niveau de la surface, on doit être aux alentours des 150 000 m², je pense. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour cette D'ailleurs, réponse. on peut retrouver vos actifs sur votre site internet, dans votre patrimoine, et c'est assez bien détaillé. On voit tous les actifs, les régions. Pas tous, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actifs, mais on a essayé de mettre un petit peu plus les emblématiques, on va dire, ou ceux qu'on aime bien. D'accord, très bien. Et au niveau de la répartition entre le commerce, le bureau, les activités, en région, en Île-de-France, vous vous situez où ? Alors nous, on va dire sur la partie française, on est plus présent en région, parce que c'est un marché qui a été moins développé ces dernières années, donc finalement on avait des reparts à prendre. Donc je pense qu'on doit avoir à peu près entre 30 et 40% en Île-de-France et le reste en région. Et au niveau des typologies d'actifs, on est plus présent en bureau, puisque ça doit représenter entre 50 et 60% du patrimoine, et après c'est commerce, activité à hauteur équivalente, je dirais. D'accord, très bien, merci pour ces réponses. Vera, tu souhaitais interroger Anissa concernant la société Fitness Park ?
Oui, Anissa, est-ce que vous pouvez nous parler de Fitness Park, nous dire qui l'a créé et raconter, nous, un petit peu l'histoire de cette enseigne? Oui, bien sûr. Alors, Fitness Park est une marque qui a été créée en 2009 par le groupe Moving, qui avait plus de 30 ans d'ancienneté. Ce groupe a été racheté par notre président actuel, Philippe Herbette, fin 2015. Et c'est la seule marque actuellement qu'on développe. Et c'est pour ça que le groupe Moving a été renommé Fitness Park Group l'année dernière. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de centres sous-enseignes vous avez à l'heure actuelle et sur quelle surface? Surface minimum, maximum? Actuellement, on a plus de 250 salles en France, dans les dom-toms et à l'étranger, parce qu'on a ouvert fin 2020 l'Espagne en master franchise. On a des clubs pour la France, je parle, entre 1000 et 3000 mètres carrés. Sur l'Espagne, on est plus à partir de 1500 mètres carrés. Oui, d'ailleurs, un gros développement ces 5 dernières années, puisque vous avez ouvert beaucoup de clubs. Combien en 5 ans? Effectivement, quand le groupe a été racheté par notre président, on était à 3 succursales, environ une trentaine de clubs, ce qui fait qu'en 5 ans et demi, on a quand même explosé, on va dire, le nombre de clubs. Il faut savoir qu'avant Covid, on est sur un développement d'environ 50 clubs par an. Et là, sur les prochains objectifs, on passe à 70 ouvertures par an. Donc ça fait énorme. Quand même... on a une entreprise en hyper-activité, hyper-développement. C'est un peu rare sur le marché d'avoir un tel niveau, mais après c'est compliqué aussi de trouver d'aussi grosses surfaces sur certains secteurs parce qu'on est quand même présent sur tout type de secteur, en périphérie, centres commerciaux, galeries marchandes et aussi du centre-ville où là c'est très compliqué de trouver des grosses surfaces. Donc un beau travail pour vous, parce qu'effectivement ouvrir encore de belles perspectives. Clubs par an entre 100 et 3000 m², enfin 1000 et 3000 m², beau travail. Et du coup, vous nous avez dit que vous avez 250 clubs. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la répartition entre les centres que vous avez en propre et ceux qui sont sous contrat de franchise? Et également nous dire quel est le chiffre d'affaires moyen et le minimum que vous avez réalisé et le maximum que vous avez les plus belles performances en fait. Alors sur les 250 clubs, on en a environ 70 salles en succursale, ce qui fait environ entre 25 et 30% par succursale. Sur les chiffres d'affaires, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes chiffres d'affaires, que ce soit en Ile-de-France ou en province. On va dire qu'en moyenne, on a entre 1 million et 1,2 million par club, mais on a des clubs qui peuvent avoir 800 000 de chiffre d'affaires, comme plus de 3 millions sur Paris intramuros. Sachant que vous avez un panier moyen qui est très bas, parce que je crois que l'abonnement chez vous, c'est environ 30 € par mois. C'est 29,99 par mois, l'abonnement simple. Après, on a des options qui peuvent augmenter avec notamment ce qu'on met en place, ce qu'on appelle la vente additionnelle avec des boutiques gym, avec des tout nouveaux studios qu'on a créés juste avant la crise, qu'on appelle le Fight Park, où c'est des cours de boxe, le Burning Park, où c'est des cours haute intensité, qui font augmenter le panier moyen. Il faut savoir que l'EBITDA moyen d'un club, c'est environ 35%. Mais c'est la moyenne, on a des clubs qui performent au maximum et qui sont à plus de 60% d'EBITDA. Très bien. Alors là, on va parler de votre actualité avec Inès. Oui, alors je voulais savoir donc, comment se porte le groupe et vos franchisés, parce qu'avec ces salles qui ont été fermées pendant de nombreux mois. Et est-ce que vous avez été aidé par les bailleurs ? Alors, il faut savoir effectivement qu'on a, depuis mars 2020, on a été fermé plus de 16 mois. Donc, il ne faut pas dire que tout va bien. Après, on s'en sort mieux que certaines enseignes parce qu'il faut savoir que nous, à la fermeture des salles de sport, on a envoyé à l'ensemble de nos adhérents un formulaire pour savoir s'ils voulaient continuer à prélever ou par solidarité, stopper leur prélèvement ou par solidarité, continuer à être prélevés. Sur toutes les réponses qu'on a reçues, on va dire qu'on a prélevé environ 50% de nos adhérents et on a perdu sur l'ensemble du réseau environ 20%. Donc, par rapport à d'autres enseignes qui étaient totalement fermées, comme la restauration ou certaines enseignes de magasins, nous, on a pu continuer à prélever et avoir des rentrées d'argent, ce qui nous a permis de payer nos charges. Après, c'est pas non plus tout rose. Heureusement que nos bailleurs, la plupart de nos bailleurs ont été assez conciliants, notamment au niveau des nombreux mois de fermeture et qu'il y a eu un fort accompagnement de leur part à travers de la franchise de loyer, de report de loyer, au niveau des charges aussi, tout simplement. Et on a réussi à obtenir un PGE de l'État, non pas parce qu'on était en mauvaise santé financière, mais tout simplement pour pouvoir frapper fort à la réouverture et mettre les moyens. Donc il y a eu de la solidarité. Vos bailleurs ont fait des mesures d'accompagnement et vous avez fait aussi des mesures d'accompagnement pour vos clients.
Donc, belle solidarité, parfait. J'avais une question, Anissa, juste par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Est-ce que dans vos prochaines ouvertures, vous demandez aux bailleurs de vous accompagner aussi si jamais, vous demandez des clauses Covid sur les baux? Alors, on met des clauses Covid, mais pas dans le sens où vous l'entendez, c'est plus dans le sens où une obligation de rencontre entre le bailleur et le preneur pour que une obligation, on va dire, de discussion pour qu'on puisse trouver un accord. Mais on ne met pas des clauses Covid en disant s'il y a la fermeture, on ne paye pas nos loyers ou ce genre de choses. C'est vraiment plus une obligation de discussion. D'accord. Ce qui est plutôt bien entendu par les bailleurs, justement. Côté bailleur, je peux répondre, c'est dire, nous, c'est ce qu'on a souhaité faire avec tous nos locataires, c'est des discussions. Sinon, en fait, ça n'a aucun intérêt. Quelques locataires qui sont en disant, on ne veut rien entendre, de toute façon, on ne payera pas. Et je trouve que ça donne une très mauvaise relation par la suite. Exactement. Et puis chaque crise est particulière. On ne sait pas combien de temps on va fermer. Donc ça ne sert à rien. Déjà, dans le bail, et déjà sur des sociétés qui sont cotées en bourse, c'est très compliqué aussi de faire entendre que déjà, il y a des accords qui sont faits avant même que la crise se passe. Donc l'obligation de discussion, c'est plutôt bien pris de la part des deux parties. Ça dépend vraiment des bailleurs aussi, parce que les institutionnels peuvent faire des efforts que certains privés ne peuvent malheureusement pas faire non plus. Alors Anne-Catherine, en ce qui concerne les nouveaux locataires, est-ce que vous êtes prête à faire des mesures d'accompagnement plus importantes qu'avant crise? Oui, bien sûr. Après, comme je dis, ça dépend du partenariat qu'on engage avec eux. S'ils signent un 369, finalement, en arrivant en disant on veut s'engager, mais à court terme, on arrivera en disant on vous fait des économies de loyer, on vient un petit peu vous accompagner sur les charges, on peut faire quelques travaux. Mais si demain j'ai un locataire qui arrive en me disant je veux signer un 9 ans, un 12 ans ferme avec vous, évidemment on sera beaucoup plus ouvert à la négociation que ça peut l'être sur quelque chose de court. Pareil, on est sur des objectifs, on va dire aujourd'hui environnementaux au niveau de la structure, donc c'est de l'accompagnement également sur l'énergie. On a plein de locataires qui nous demandent de les accompagner sur un label, sur une vision ISR, ESG. Donc tout ça, on le prend en compte dans les négociations. D'accord. Donc, prête à faire des mesures, parce que c'est vrai qu'on voit dans les valeurs locatives. Oui, pas déraisonnable non plus. Ça dépend en fait de la classe d'actifs. Est-ce que c'est du bureau, du commerce et évidemment, j'imagine, de la demande. Ça dépend du locataire aussi, parce qu'on a certains preneurs qui peuvent arriver, je ne citerai pas, mais des grands groupes du luxe en disant nous on veut de l'accompagnement, parce que vous comprenez, c'est un peu compliqué. Alors on leur dit oui, mais on aura plutôt tendance à accompagner des indépendants, parce qu'on sait que les lancements sont un peu compliqués, ou les startups, parce qu'ils viennent d'arriver sur une nouvelle catégorie d'activité. Ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face aussi. D'accord. Donc vous mettez aussi la solidarité de l'économie, vous aidez les indépendants à se lancer et à perdurer. Donc c'est très bien. Complètement. Vu le contexte actuel, avez-vous pu trouver des nouveaux franchisés avec les salons d'exposition fermés et les interactions impossibles? Oui, d'ailleurs, en ce qui concerne les salons, est-ce que vous comptez exposer au salon Franchise Expo à la rentrée en septembre 2021 ? Effectivement, on va avoir notre propre stand comme chaque année. Après, on est référencé sur la plupart des sites de franchise et on a profité de cette situation où il y a très peu de salons pour réfléchir à comment on pouvait avoir plus d'impact et être plus visible. On a décidé de créer notre propre site B2B pour pouvoir recruter nos licenciés, donc avec des vidéos présentant les différents services, les accompagnements, les chiffres clés. Et on l'a lancé de mémoire au mois de février et ça marche vraiment plutôt bien. On a des prospects très intéressants. D'accord. D'ailleurs, en ce qui concerne la typologie des franchisés, c'est quoi est-ce que c'est un profil investisseur ou profil plutôt gérant sportif? Est-ce qu'il faut être bodybuildé pour ouvrir un fitness park? Je vous rassure, pas du tout, sinon ça limiterait beaucoup le nombre de clubs. Il faut savoir que en termes d'apport personnel, il faut quand même un minimum de 300 000 €. Donc c'est pas non plus n'importe qui peut ouvrir un club fitness park. Il faut savoir que les banques, pour obtenir les financements, elles nous demandent entre 25 et 30% d'apport personnel. Et un club fitness park, en termes d'investissement, donc j'entends par là travaux et leasing de machines, c'est environ 1 000 € du mètre. Donc un club fitness park, sur un petit club, c'est minimum 1 million et sur des plus gros clubs, ça peut aller jusqu'à 3 millions. Donc c'est, comme je disais, c'est pas n'importe qui peut ouvrir un club fitness park. Et il faut savoir que nos licenciés, quand ils viennent dans le réseau, généralement, ils n'en ouvrent pas qu'un, ils en ouvrent plusieurs. On est en moyenne entre 3 et 4. Et il faut savoir, pour la petite histoire, que la Master Franchise Espagne a été rachetée par des licenciés à nous, de France, où ils sont 2, où ils sont associés. Et donc, ils ont grandi avec le réseau Fitness Park, ce qui leur a
a permis du coup de partir à la conquête d'un nouveau pays et ils cartonnent là-bas. Parce qu'il faut savoir que le club de Madrid, après, c'était le tout premier club qu'on a ouvert en Espagne et au bout de 5 mois d'ouverture a été élu meilleur club d'Espagne par le magazine Men El City. Super. Alors pour parler de vos actualités, Céris, Vera, tu avais des questions par rapport à l'actualité de Céris? Oui, en effet, Anne-Catherine, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est portée votre société pendant cette crise sanitaire? Et est-ce que vous avez eu des locataires qui étaient en difficulté? Alors, sur la société pendant la crise sanitaire, nous, on a 2 activités principales, donc l'investissement et l'asset management. En investissement, finalement, beaucoup de nos confrères se sont retirés de la place du marché en disant on attend un petit peu de voir ce qui se passe. Donc, nous, on a pris des parts de marché un peu plus importantes. Donc, sur cet aspect-là, ça s'est plutôt bien passé. Et en asset management, on a eu beaucoup de travail parce qu'il a fallu essayer de gérer l'accompagnement, il a fallu gérer les locataires aussi qui étaient en difficulté. Après, on n'en a eu pas forcément beaucoup parce qu'on a un patrimoine très diversifié. Donc c'est vrai que là-dessus, on a une chance inouïe de dire on a du bureau, du commerce, de l'activité. Donc des locataires pas du tout impactés avec une activité très croissante et des prises de chiffre d'affaires énormes pendant la crise sanitaire. Et d'autres qui, au contraire, ont été fermés pendant quasiment 14 mois ou 15 mois. Donc où il a fallu être à la fois psychologue, accompagnateur sur tous les pans de la crise. Donc vous avez été une réelle accompagnatrice, enfin la société a réellement accompagné les locataires qui ont subi, par exemple, sur les commerces, des fermetures, les bureaux ou des choses comme ça? Vous avez fait des mesures d'accompagnement? Est-ce que, en gros, vous avez laissé des loyers en cadeau? On a laissé des loyers en cadeau, on a fait des franchises de loyer, on a fait des franchises de charges. Après, nous, on a essayé d'être assez juste dans les 2 pans, on va dire, à savoir bailleur et preneur. On a essayé d'accompagner, mais en disant venez avec nous aussi dans l'histoire. C'est-à-dire que certes, il y a une pandémie. Aujourd'hui, on ne sait pas quand elle s'arrêtera. On ne sait pas si on en est sorti, pas sorti. Donc on s'est dit demain, il faut qu'il soit toujours là. On vient vous aider aujourd'hui, mais venez nous aider dans le futur. Donc comme ça, on a essayé de voir pour que les prochaines échéances de baux soient finalement enlevées. On a essayé de re-signer des nouveaux baux avec certains pour essayer justement de leur dire finalement, on ne vous accorde pas 3 mois de franchise, mais peut-être 6. Donc on a essayé vraiment d'être dans un accompagnement innovant, original, et on a surtout essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour garder nos locataires. Et en ce qui concerne les dernières ouvertures? Alors en Espagne, parce que le pays a été, les salles de sport n'ont pas été impactées, en fait n'ont pas fermé, contrairement en France. On a ouvert Madrid, Barcelone, on vient d'ouvrir Valence et on va bientôt ouvrir effectivement d'autres salles. En France, on peut parler qu'au mois de septembre, on a ouvert Carré Sénart. Pendant le confinement, quand on était ouvert au public prioritaire, on a ouvert Cholet, Villefranche, Dessines. Et là, on a pas mal d'ouvertures qui vont arriver, notamment à Paris, Place de la Nation, on a Croix-Blanche, dans le centre de Lille, dans les anciennes galeries Lafayette. Donc, on a quand même des belles ouvertures en perspective. Magnifique. Je voudrais savoir si vous avez de la vacance locative à l'heure actuelle sur votre parc immobilier et également savoir si vous avez constaté une augmentation de cette vacance locative entre le avant-crise et aujourd'hui. Alors oui, on a de la vacance locative. Bon, c'est vrai qu'en gestion immobilière, on a toujours de la vacance. On a toujours un locataire qui part, un locataire qui revient. Après, depuis début 2020, au contraire, on a fait baisser notre vacance locative parce qu'on a plein de marchés qui étaient impactés avant crise, de locataires qui voulaient des nouveaux bureaux, des loyers, ils étaient prêts à payer plus cher. Là où finalement, ils veulent beaucoup d'accompagnement et payer moins cher leur loyer. Donc certains marchés de bureaux qui étaient un peu moins regardés, on va dire, avant crise, le sont beaucoup plus aujourd'hui. Donc la vacance, au contraire, on l'a plutôt résorbée depuis le début de la crise. Est-ce que vous avez constaté parmi justement vos locataires, est-ce qu'il y avait des activités qui ont beaucoup plus souffert que d'autres et au contraire des activités qui sont très résilientes aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Typiquement, la restauration a été fermée. Donc, évidemment, nous, on a des locataires qui ont été très impactés. Il faut savoir qu'on parle souvent de tout ce qui est vente à emporter et autres. C'est très parisien. On ne le trouve pas forcément tout le temps en province et en région, en tout cas pas dans des petites villes. Oui. Donc, on se rend compte que nous, on a des locataires restauration qui n'ont pas du tout pu travailler et pas du tout faire de vente à emporter. Après, on a des locataires aussi type salle de sport qui ont fermé également, donc avec un accompagnement nécessaire. Et on a des locataires qui, au contraire, on a typiquement un locataire qui est spécialisé dans le mobilier de jardin. Donc vous imaginerez bien que le mobilier de jardin 2020, ça a plutôt été une forte croissance. Oui, on a un locataire qui est spécialisé en piscine. Donc c'est pareil, il a eu une forte croissance.
Au final, ce qui a été peu impacté, les bureaux l'ont été peu. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça va l'être dans le futur, on le pense tous, mais on attend de voir l'impact. Par contre, le commerce, oui, ça a été assez catastrophique. Mais pour autant, on se rend compte que tout le monde essaye de faire des choses différentes. On a eu plein de start-up lancées en 2020. Enfin, il y a plein de choses qui sont en mouvement sur le marché et des bonnes choses à venir. Donc, salle de sport en défaillance, c'est pas Fitness Park, hein, rassurez-nous. Je ne les ai pas encore dans le patrimoine. Je ne citerai pas le concurrent que j'ai, mais comme je disais, en Espagne peut-être. Parce que vu qu'on a ouvert l'Espagne, nous, assez récemment aussi, on a acheté notre premier actif. Donc pourquoi pas, ça s'y réfléchit en tout cas. Si vous faites des deals ensemble, hein, Réseau Broker, ne l'oubliez pas. Jamais. On va aussi peut-être ouvrir en Espagne prochainement pour vous accompagner. Et au Portugal, pourquoi pas, puisque je suis portugaise moi. Donc, Ah bah voilà. On va bientôt ouvrir notre master. Finalement, en fait, vous allez être européen dans pas longtemps. Hein. Voilà, tout à fait, on va essayer. Alors, Anissa, avez-vous constaté une différence d'abonnement entre avant et après la crise ? Est-ce que vous pensez avoir plus d'abonnés aujourd'hui, moins, ou est-ce que c'est la même chose ? Il faut savoir qu'avant le confinement, donc début 2020, on était à 700 000 abonnés en France. Dès la fermeture des salles de sport, nous, on a voulu accompagner nos adhérents. Donc, on leur a envoyé un formulaire pour savoir si par solidarité, ils voulaient continuer à être prélevés ou tout simplement stopper les abonnements. Pendant la fermeture des salles de sport, on a aussi voulu accompagner nos adhérents quand même, communiquer, et on a lancé ce qu'on appelle le Home Park, qui est notre plateforme de cours en ligne tout simplement, donc soit des vidéos à la demande pour faire nos entraînements, mais aussi des masterclass, qui a permis aussi à un certain nombre d'abonnés du coup de pouvoir continuer à faire du sport chez eux, qu'on puisse les accompagner, et ça nous a permis aussi de toucher un public plus large, parce que on s'est rendu compte que les personnes qui assistent à ces cours vidéo ne sont pas forcément des personnes qui vont en salle de sport. D'accord, bah, très bien, très intéressant. Vera, tu as des questions aussi à poser par rapport aux acquisitions ? Oui, Anne-Catherine, est-ce que vous pouvez nous donner les dernières acquisitions du groupe Ceres Reign, s'il vous plaît ? Oui, alors nous, on a pris un peu le contre-pied de l'immobilier en ce moment, c'est-à-dire que toutes les dernières acquisitions, ou presque, ont été orientées sur le commerce. Donc on a acheté une galerie commerciale à Martigues pour un volume d'à peu près 30 millions. On a acheté à Toulon-Grand-Var 3 petites cellules commerciales pour un volume aux alentours d'une plus d'une dizaine de millions. Après, on a fait un petit peu d'activité, un peu de bureau, mais on a vraiment été beaucoup plus orienté sur le commerce, parce que nous, on considère aujourd'hui qu'il y a des vraies parts de marché à prendre et que c'est aujourd'hui qu'il faut les prendre. On a des galeries commerciales qui fonctionnent déjà très bien. Alors certes, il y a des turnovers locatifs puisque certains locataires n'ont pas résisté à la crise, mais on se rend compte qu'il y a plein de nouvelles structures qui arrivent et qui veulent se lancer. Donc aujourd'hui, on a fait à peu près 45 millions d'euros d'acquisitions en commerce sur le premier semestre de cette année. Et est-ce que le fait aussi que vous étiez moins nombreux à acheter du commerce, ça vous a permis de négocier les prix ? Alors, négociation des prix, oui. Ce qui a été très compliqué, c'est plus l'accompagnement des partenaires bancaires. Parce que nous, il faut savoir qu'on se finance à chaque fois, à chaque acquisition. Et que quand on arrive pour voir un banquier de la place, il va nous dire oui, commerce. Ah ben oui, mais les échos, c'est quand même un peu catastrophique en ce moment. Donc, on a du mal à se faire accompagner par les banques. Donc, par conséquent, évidemment, il y a moins de personnes sur la place qui peuvent acheter du commerce. D'accord. Très bien. Et est-ce que vous comptez exposer ou participer à des salons, par exemple au mois de décembre, il y aura le CIMI. Ah bah, j'espère bien, c'est ce qu'on disait, on est tous frustrés de ne plus avoir de salon, plus d'échanges, plus d'interaction sociale, enfin, on a tous envie d'y retourner, de pouvoir également participer autour d'un verre à des débats, à des négociations. Donc oui, le CIMI, on y sera, on n'exposera pas, mais en tout cas on y sera en tant que participant, et peut-être le MIPIM en septembre, même si pour l'instant tout reste en suspens, on va dire en attendant. D'accord, donc malgré les masques, vous comptez y aller? Oui. Et avec grand plaisir. Ok, parfait. Inès, tu avais des questions à poser en ce qui concerne le cahier des charges, toujours de Ceres Reign, sur les acquisitions? Oui, c'est exact. Anne-Catherine, si vous avez le choix, quel est l'actif de rêve que vous souhaiteriez acquérir? Alors, c'est pas un actif de rêve en soi, c'est plus le lancement d'un fonds. Ça fait des années que j'en rêve, et puis par manque de temps, on l'a jamais fait. J'avais même fait un mémoire dessus, c'était le lancement et la création d'un fonds viager. Parce que je trouve que c'est très d'actualité. Aujourd'hui, on a une population qui vieillit, on est tous confrontés à des parents également qui vieillissent, à essayer de trouver le meilleur accompagnement qu'on peut leur faire. Donc je trouve que c'est quelque chose à faire dans le futur, donc tout ce qui va être appartement finalement, résidence, tout ce qui va être maison également, donc d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes âgées dans le futur. C'est pas un actif de rêve, c'est plus un petit rêve d'il y a quelques années quand j'ai commencé l'immobilier, de volonté de monter un fonds dédié.
D'accord, donc toujours sur la solidarité, parce que finalement, Oui, ça permet de laisser des personnes âgées dans leur domicile. au plus tard accompagner. qu'on puisse. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, Anissa, quelles sont les zones de recherche prioritaires sur la France? Et est-ce que vous avez des zones de chalandise minimum sur lesquelles vous devez vous implanter, ou un chiffre d'affaires alimentaire? Parfois, on entend ça aussi des enseignes, ou un environnement commercial. Comment ça se passe exactement? Alors, on recherche, vu notre développement France entière, après, même si on a des grosses priorités comme Paris-Île-de-France, les grosses métropoles, on n'est pas du tout présent en Bretagne, on va bientôt ouvrir, enfin, on est présent à Rennes, on va bientôt ouvrir à Vannes, mais on a un gros potentiel, le sud-ouest notamment, on n'est pas présent, hein. Je pense par exemple à Montauban. C'est pour toi. À Montauban, non, vous Voilà. n'êtes pas présent, je serais ravie de vous accompagner sur la recherche immobilière. Sur la région PACA, pour le coup, à part Marseille, on a très bien maillé en rachetant l'ancien réseau Fitlane qu'on a transformé en Fitness Park durant le confinement et l'année 2020. Donc sur ça, là, on n'a pas de recherche, mais sinon, un peu partout, je vais dire, on est sur des zones de 50 000 habitants, mais là, la différence, nous, c'est qu'on est sur du 10 minutes voiture maximum. Donc il faut que ma zone de chalandise de 50 000 habitants soit à 10 minutes voiture sur de la périphérie et à 10 minutes à pied sur de l'intramuros. D'accord. Globalement, pourriez-vous nous parler de votre cahier des charges? Quel type d'actifs, votre budget? Est-ce que vous achetez en copropriété ou en pleine propriété? Et est-ce que vous priorisez certains secteurs? Alors nous, aujourd'hui, on a l'avantage d'être assez agile sur la place, c'est-à-dire qu'on n'a pas de secteur identifié, on fait bien aussi bien les grandes métropoles que les toutes petites villes. J'ai en patrimoine un tout petit actif dans un village de 1200 habitants, donc aujourd'hui on est capable vraiment d'être assez agile. Après, au niveau de la taille, on a en général entre 1 million et une vingtaine de millions d'euros. Ah, bon, je parlais de Martigues, on est un peu plus de 30, mais ça arrive de temps en temps. On essaie d'être sur toute typologie d'actifs, que ce soit bureau, activité, commerce. On ne fait pas d'hôtellerie, pas de santé, même si je pense qu'on en fera dans le futur, mais on verra ça plus tard. Le résidentiel non plus, mais pour mes équipes de property, j'ai une petite pensée pour eux. Le back-office serait plus compliqué, donc je pense qu'ils n'ont pas forcément envie d'en faire. Et après, c'est pareil, vu l'agilité dont on fait preuve, on peut faire de la pleine propriété, de la copropriété, de la division en volume, enfin finalement toute structuration aujourd'hui par rapport aux actifs immobiliers. Donc finalement, Cerisrem achète de nombreux actifs de types différents dans plusieurs segments et à la fois en région française et en Europe. Donc vous avez beaucoup de diversité d'actifs. Oui, et après, on est relativement peu nombreux à faire ça, c'est l'avantage. On a quand même quelques confrères sur la place qui font la même chose que nous, mais on arrive à tirer notre épingle du jeu en étant justement agile, innovant et en faisant des choses que tout le monde ne fait pas. Très bien. Alors toujours sur le cahier des charges de développement, donc Vera, tu souhaitais interroger Anissa sur le cahier des charges de Fitness Park sur le développement. Oui, Anissa, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre cahier des charges? Donc, est-ce que vous privilégiez les implantations en centre-ville ou plutôt en périphérie? Alors, quand on dit périphérie, c'est forcément centre-co, retail park, bâtiment solo. Qu'est-ce que vous privilégiez, en fait, vous, dans vos implantations? Alors nous, on recherche des locaux à partir de 1000 m² pouvant aller jusqu'à 3000 m². Sur du centre-ville, on peut regarder à partir de 800 m². Et on a aussi un petit trick dans le sens où on peut regarder les locaux à partir de 500 m², si on a une hauteur sous plafond suffisante pour faire une mezzanine. Après, on est, contrairement à d'autres enseignes, sur plusieurs typologies où on est totalement capable de s'implanter sur du centre-ville, que sur du retail park en périphérie, sur des galeries marchandes, même sur des centres commerciaux, même si les valeurs locatives sont beaucoup plus, on va dire, élevées, mais les foncières arrivent aussi à avoir l'intérêt d'avoir une salle de sport chez elles, donc du coup elles sont un peu plus arrangeantes, on va dire, mais on est capable de s'implanter un peu partout. Il faut par contre qu'on ait un emplacement entre guillemets numéro 1, avec un fort flux, une forte visibilité, avec soit du stationnement ou à proximité des transports en commun. On entend par transport en commun tout ce qui est métro et tram, on ne prend pas le bus en considération. D'accord. Et en termes, on va dire, un peu plus techniques, il nous faut au minimum 2,80 m de hauteur sous plafond et 500 kg de portance au sol parce qu'on a des machines qui ont un poids, on va dire, assez élevé. Qui sont très lourdes. Exactement. Et une forte densité de machines au mètre carré aussi. Du coup, Anissa, est-ce que vous privilégiez les locations pures? Est-ce que vous faites aussi des acquisitions en fonds de commerce?
droit au bail, voire même des acquisitions de murs. Comment ça se passe au niveau de vos recherches? On est assez flexible, pour être honnête. Bon, la plupart de nos locaux, ils sont en location pure. Après, on a récemment créé une foncière au sein du groupe pour pouvoir envisager de l'acquisition sur les clubs succursales. Après, nous, on a déjà des licenciés qui, eux, préfèrent acheter les murs, donc c'est vraiment au cas par cas. On peut aussi envisager des droits au bail, tout simplement, quand on a... Typiquement, ce que je vous ai dit, le projet du Club de Nations qui va ouvrir, c'était un droit au bail qu'on a valorisé. Mais après, ça, il faut aussi que ça se justifie, soit avec un emplacement top, où on sait qu'il y a très peu de vacances locatives, où c'est compliqué, ou alors un loyer assez bas qui permet de justifier un droit au bail. On ne va pas mettre des droits au bail de partout. On peut aussi racheter des fonds de commerce de salles de sport. Après... c'est plus les indépendants. Et indépendants, nous, comme on est sur des grosses surfaces, les indépendants, ils sont plus aux alentours de 300 à 600 mètres carrés. Donc, c'est plutôt rare, mais c'est des choses qu'on est capable de faire. Très bien. Merci pour cette réponse. Et au niveau des conditions financières qui seraient acceptables, du coup, forcément, j'imagine que tout le monde vous pose la question. Quel est le loyer maximal accepté, le taux d'effort moyen et également, si vous faites des acquisitions de droits au bail, cession, fonds de commerce, etc., quel serait le prix maximal accepté et identiquement concernant l'acquisition des murs? C'est très compliqué parce que je peux donner un chiffre, mais du coup, c'est pas ce qu'on va mettre partout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on ne dépasse pas 500 € du mètre. Mais ça, c'est sur du Paris intramuros. Je ne vais pas mettre du 500 € du mètre typiquement à Saint-Étienne. Donc, ça dépend vraiment du local, de l'emplacement, de l'état du local aussi, de l'accompagnement qu'on peut avoir. Donc ça, c'est très compliqué à dire. Moi, je peux dire un loyer maximum, mais ça dépendra vraiment, comme je l'ai dit, de la zone. En termes de taux d'effort, on est plus aux alentours sur la moyenne du réseau, entre 12 et 15% de taux d'effort. Et en termes de rachat, c'est pareil. Enfin, on ne va pas mettre le même montant sur des bâtiments dans Paris que sur des bâtiments en province. Donc ça, c'est assez compliqué aussi à dire. On a plus comme on est plus sur de la location, on a plus un palier maximum défini sur ces types tout simplement d'actifs. Mais après, c'est au cas par cas. Effectivement, si on a une top opportunité... comme l'a dit Anne-Catherine, on fait des efforts, on voit comment on peut s'arranger. On ne va pas laisser une opportunité, entre guillemets, exceptionnelle sur le marché sans y aller. C'est l'étude de dossier un par un. Exactement. Et puis d'envisager un potentiel de chiffre d'affaires et à partir du chiffre d'affaires de découler des capacités financières de supporter des loyers, des cessions, des murs. On fait tourner le BP et après on voit si ça fonctionne ou pas. Voilà. Donc, du coup, ça ne nous aide pas beaucoup parce que finalement, on ne sait pas faire vos études géomarketing exactement. Donc, à nous de proposer des dossiers qui correspondent au type d'emplacement et de surface. Et puis après, vous faites votre étude. Ok, puis après, pour revenir sur les murs, on parlait de murs, c'est pas forcément évident, j'imagine, de trouver des murs libres. Peut-être que vos franchisés les achètent au fur et à mesure de l'exploitation quand il est disponible. Exactement, soit on est sur de l'achat direct, après on est ouvert aussi à des baux avec option d'achat, qui en plus sont valorisés au niveau des banques. Donc ça dépend vraiment. Alors merci mesdames pour ce témoignage sur vos sociétés. Maintenant, on va écouter les négociatrices. Vous êtes... au milieu du marché, vous êtes intermédiaire. Qu'est-ce que vous ressentez actuellement du marché? Alors, Michael, pour te répondre, moi, sur la région sud-ouest, effectivement, moi, j'habite dans une ville moyenne. Je vois qu'il y a vraiment un très gros attrait pour les grosses villes, les grosses agglomérations. Ceci dit, les villes moyennes continuent à tirer leur épingle du jeu et à tout le temps se redynamiser. Donc ça, c'est intéressant. Concernant l'immobilier en lui-même et les recherches, on constate qu'il y a des nouvelles activités qui continuent à se développer. Notamment les salles de sport. Depuis la réouverture au mois de juin dernier, donc, on constate un nouvel engouement pour les recherches d'emplacement. Et puis aussi, on a aussi des activités alimentaires, les boulangeries, les commerces bio, mais également les concepts qui proposent des DLC, enfin des produits DLC, donc date limite de consommation proche, et également, bien évidemment, toute la partie équipement de la maison qui tire son épingle du jeu
depuis que les gens sont confinés chez eux, se préoccupent plus de leur intérieur. Après, concernant les activités qui se portent un peu moins bien, bien évidemment, il y a l'équipement de la personne, mais ça, c'est en fait, la crise Covid a été vraiment, tout le monde le dit, un accélérateur pour les difficultés qui sont entrevues dans ces activités-là. Aujourd'hui, on a une nouvelle donne, c'est le pass Covid. Donc, j'espère qu'on pourra effectivement continuer à fréquenter les centres commerciaux très rapidement, puisque les Français et les Françaises ont vraiment envie de retrouver et de continuer à fréquenter ces lieux. D'accord. Donc, en gros, si on n'a pas le pass Covid, on ne peut pas rentrer dans le centre commercial. Exactement. Bon, bah, du coup, l'engouement sur Doctolib pour se faire vacciner depuis 2 jours. Exactement. D'accord. Donc, vite à nos vaccinations. Voilà. Et donc, toi, tu constates malgré tout une grande dynamique sur le marché. Tu as débuté finalement l'activité il n'y a pas si longtemps que ça en tant que négociatrice. Tu étais de l'autre côté gestion et développement. Tout à fait, oui. Avec l'installation de quelques enseignes. Tu parlais de l'équipement de la maison. Tu as installé Bastide Médical, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est Maison Santé, effectivement, Bastide Médical à Auch, donc je les remercie. Et également une signature récente avec une enseigne de restauration à table, du coup, qui ne profite pas des flux Uber Eats et Deliveroo. Donc, on sent effectivement que ça revient. Et bien évidemment, les boulangeries aussi continuent leur gros développement sur la périphérie. D'accord. Et beaucoup de transactions à venir. Donc, très bien. Exactement. Merci Vera. Et alors Inès, toi qui es négociatrice junior, on serait très intéressé de connaître ton opinion avec un œil jeune sur le marché. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti? Oui, avec plaisir. Je vais reprendre un peu ce qu'a dit ma consoeur Vera. Donc moi, étant novice dans le milieu de l'immobilier, j'ai choisi d'être aidée par le précurseur de l'immobilier commercial, le cabinet La Tour Immo. David Jamy, si tu nous regardes, il nous regarde, je pense. Oui. C'est bien un bon recrutement, David. Cette année continue à souligner les tendances que l'on observe déjà depuis quelques années à Paris, c'est-à-dire un fort développement pour les supermarchés, les épiceries bio, la production de circuits courts, les commerces de première nécessité. Comme j'ai pu aussi également le constater, il y a une forte croissance dans les dark stores. Donc, dark stores, ce sont des supermarchés fermés, accessibles uniquement en livraison, que j'ai installés à diverses reprises. Donc, la société Cajou et Frichti, que je salue. Que j'ai aussi installé à Levallois, Frichti. Voilà. Un partout. Et malgré les restaurants qui sont restés fermés pendant pas mal de temps, il y a une forte dynamique avec de nombreux concepts qui cherchent à s'implanter au détriment de certaines activités comme le prêt-à-porter qui souffrait déjà avant cette crise et qui aujourd'hui souffre encore plus, j'ai envie de dire. Voilà, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir un regard, une vision globale et une expérience de 30 années sur le marché, ce qui nous a permis justement de réussir à se sortir de cette crise Covid et de continuer à installer des enseignes et d'avoir plein de projets à venir, donc à la Tour Immo et je pense dans toutes les agences à Paris. Et nous continuons de croire que l'immobilier commercial reste une valeur refuge pour nos investisseurs. Notre mission de conseil est toujours aussi importante pour nos clients et nos enseignes nous restent toujours aussi fidèles. Magnifique. Bon, tu es content d'avoir fait ce métier? Très ravie. Je suis bien entourée et je suis ravie d'être sur le plateau avec que des businesswomen. Moi ok, nous très heureux aussi de t'avoir accueilli, de vous avoir tout accueilli. Merci beaucoup. Alors peut-être un petit mot de conclusion. On sent vraiment un redynamisme du marché, tout simplement. Je pense qu'on va avoir vraiment une très belle année 2022 et pas seulement dans les salles de sport. Nous, personnellement, on est déjà entre 30 et 40 projets en cours qu'on espère pouvoir voir aboutir pour l'année 2022. Donc, on annonce plutôt de belles perspectives, je pense. Parfait. Merci. Anne-Catherine? Je suis pas sûre que je pourrais dire beaucoup mieux, mais non, en fait, ce qui fait plaisir, c'est qu'autour du plateau, on a des personnes un peu tout horizon. Donc, on a des gens qui finalement sont dans le marché au quotidien, des gens qui, à un moment donné, sont derrière, ont vécu une année compliquée, des gens comme moi qui essayons d'accompagner et puis finalement d'investir. On voit que tout le monde est là, genre, mais on y va. On y va, on veut y aller. Donc, le dynamisme, je rejoins et je pense que là, fin 2021 et 2022, ça va être top.
Très bien. Bah, merci mesdames d'avoir participé à cette émission, à cet exercice. J'étais ravi de vous accueillir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission et à la prochaine pour la Brokers TV. Merci, au revoir. Bravo. Bravo. Bravo, hein. Merci beaucoup, sincèrement, du fond du cœur. C'est Merci un à toi, super Mickaël. projet. Bah, tant Merci. mieux.